Chers amis, nous vous donnons la bienvenue. Vous êtes tous très les bienvenus. Bonjour, bonsoir à tout le monde, où que vous vous trouviez. Vous êtes les bienvenus à la session du secteur privé du ICFP 2020 100 FP. Je m'appelle Vred Yavira Chaka, je suis le co-directeur du sous-comité du secteur privé et dans le PSI. Ceci est un nouveau sous-comité qui a été établi en 2020 pour amplifier les voix et le rôle du secteur privé, des acteurs du secteur privé dans une collaboration augmentée pendant que nous trouvons des solutions aux défis du secteur privé et à l'accès à la santé reproductive. Mes co-directeurs, Andrea Barr et Michael Ferro, et il y aura aussi des modérateurs, des sessions, donc vous aurez la chance de les voir. J'aimerais remercier de façon spéciale les membres très actifs de beaucoup d'organismes partout dans le monde qui se sont réunis aujourd'hui pour rendre ceci possible. Nous avons un programme très ambitieux qui sera compris dans 18 minutes, qui va révéler l'envergure et l'ampleur du secteur privé. Nous attendons à ce que vous l'appréciez. Malheureusement, parce qu'il s'agit d'un temps très limité, nous ne pouvons pas prendre toutes les questions comme nous l'aurions souhaité et y répondre. Mais nous allons répondre à vos questions. Donc, veuillez bien les taper et nous allons les afficher plus tard sur la page de communauté FP. Alors, qu'avons-nous préparé aujourd'hui pour vous? Nous avons des experts, nous avons Grace Anoka qui va nous introduire le secteur privé et nous avons 3 panneaux. Un qui explore le rôle du secteur privé en avancer le ESG et l'accès à la santé reproductive. Nous avons un deuxième panneau de l'information de santé reproductive en motion et les produits pendant la COVID-19. Et nous aurons un troisième panneau sur l'action du secteur privé UNF pour la santé des femmes et l'autonomisation en 2021. Et une spéciale inclusion des voix du secteur privé et de tous les secteurs privés qui sont réunis aujourd'hui. Chers amis, la Covid nous a dénié l'opportunité de nous réunir en Thaïlande, mais en vérité, nous sommes plus nombreux ici que nous l'aurons été en physique. Physiquement, pas besoin de masque, pas besoin mais maintenant, j'aimerais bien vous inviter à enlever vos masques pendant que j'invite notre première orateur, Grace. C'est la directrice exécutive de la Fédération de l'Ouganda sur la santé, elle aussi co-directrice du partenariat privé au ministère de la Santé. La bienvenue, chère Grace. Merci beaucoup. Merci de vous être joints à nous pour la session de communauté du secteur privé pour entendre les voix du secteur privé. Partout dans le monde, les centres urbains ont beaucoup de facilités et une croissance de plus de 350% pendant la dernière décennie. Et pour dans ces communautés, ça a été une priorité dans le secteur privé. Quand nous discutons la planification familiale dans le secteur privé, nous devons être sensibles aux besoins des deux secteurs dans ce contexte, ainsi que dans les autres groupes et aux défis d'accès physique et l'accès aux besoins de santé mentale et de confidentialité. Dans beaucoup de pays dans le continent, le secteur privé s'est réuni dans une fédération. En Ouganda, nous avons quelqu'un qui représente beaucoup de choix, y compris les facilités de santé et les professionnels de la santé et des institutions, des fabricants pharmaceutiques et des distributeurs et tant d'autres. Les fédérations font face aux défis dans le secteur privé avec un mécanisme pour bâtir le secteur privé ensemble et pour faire face aux défis du système de santé et remplir les carences. La fédération est un champion pour convaincre les gouvernements à s'engager et amplifier la voix du secteur privé, surtout dans la formulation des politiques et l'implémentation des initiatives. Le ESF est un partenaire non seulement pour faire des interventions clés et adapter le système, mais aussi pour s'assurer qu'il y a la longévité et l'accès.
C'est dans cet aspect que le ICFP et le sous-comité du secteur privé a été établi pour donner la perspective dans le contexte de l'ICFP. Une étude récente a montré que beaucoup de pays ont obtenu leur méthode du secteur privé et le secteur public a contribué à cette augmentation de 26%. Cette session est notre première occasion nous pencher de près sur les voies du secteur privé sur la chaîne de valeur et d'examiner pour commencer comment aider l'engagement du secteur privé. La significance de ce nouveau sous-comité reflète dans les valeurs qui sont offertes surtout pendant les 12 mois passés pendant la pandémie de la Covid. Et à part l'inclusion significative du secteur privé, nous avons une productivité des ressources dans le secteur privé. La solidification et le renforcement des capacités et pour remplir les carences du système en agissant en tant que vecteur pour fournir des services essentiels. Quand nous nous adaptons à la Covid, l'infrastructure du secteur privé dans beaucoup de pays, comme nous allons le voir aujourd'hui, se sont déjà adaptés pour servir les besoins de la communauté. Comme je l'ai déjà mentionné, ce nouveau sous-comité du secteur privé va remplir sa mission et pour améliorer la participation du secteur privé. Avec ces commentaires brefs, je vous remercie de vous être joints à nous dans notre séminaire dans cette session. Merci. Bonjour, je m'appelle Maggie Farrell, je suis une consultante indépendante mondiale et j'étais avant dans le secteur privé. Nous avons un panel vraiment très passionnant qui se concentre sur la santé reproductive et le secteur privé. Commençons par introduire les membres du groupe d'experts du ministère de la Santé. Veuillez bien donner la bienvenue à Dr Khaled Afolabi, le directeur de la santé reproductive. C'est une entreprise qui travaille à étendre la santé reproductive. Je suis heureuse d'introduire le cofondateur et le PDG Matthew Guilford du Bangladesh et de la Colombie, la directrice exécutive Martha Royo. Les experts vont se présenter dans le format suivant. Chaque présentateur aura 5 minutes pour parler du contexte et du modèle et après il y aura une question, la même question que je vais adresser à tous les groupes d'experts. Ils auront 2 ou 3 minutes pour y répondre. Et comme Fred l'a mentionné au début, nous accueillons vos questions dans la boîte. Nous allons y répondre, pas dans la session, mais dans notre sous-comité du secteur privé, le ICFP, sur le site. Commençons par le docteur Afolabi. Parlez-nous du contexte et du modèle au Nigeria qui connecte la santé reproductive et le secteur privé de la santé. Au Nigeria, la position de directorat, l'interprète can understand, l'interprète ne comprend ce que l'intervenant dit. Pour l'année 2018, nous avons implémenté des activités, des interventions pour la couverture universelle pour se spécialiser. Et la couverture universelle du Nigeria est encouragée avec la matérialisation de centres de santé pour assurer l'accès à des soins de santé de qualité au sein du pays. L'économie finance et le financement est aussi important parce qu'il y a le besoin de réduire toutes les dépenses de sorte de la poche personnelle, surtout au Nigeria. Donc, depuis une décennie, nous mettons en œuvre ce genre de politique, mais malheureusement, dû à la Covid, cela nous a ralenti. Nous avons aussi une intervention sur la base de la communauté et il y a une équipe pour l'assurance
Alors, nous avons conduit un pilote qui continue en delà du panneau. Il nous faut mesurer. L'interprète n'arrive pas à comprendre. L'intervenant est très difficile et très mal connecté à son micro. Nous allons. Il y a des comptes dédiés à la commission sur la santé et les soins de santé. Nous allons personnaliser cet acte dans quelques années. Tout ceci montre quelque chose, un segment très important, qui est l'implication avec le secteur privé. Et au Nigeria, nous avons augmenté 60% du marché, l'inclusion sur la santé reproductive et la planification familiale, et qui est soutenue par le secteur privé. De 2014 à 2016, nous avons eu ce pilote en collaboration avec l'USAID et le secteur privé et les facilités du secteur privé au sein du pays qui ont été situées dans l'état de Karona, dans le côté sud du pays, pour documenter que cette implication avec le secteur privé et l'investissement de ce côté, nous avons développé le secteur privé en 2020 qui a fourni un environnement pour engager en delà du secteur privé et aussi pour inclure le secteur privé. Nous faisons face à beaucoup de ressources nationales que nous avons en ce qui concerne la couverture de santé et le secteur privé ont une responsabilité sociale. Ils établissent des fonds qui sont dédiés à cette mission. Nous collaborons sur cela, surtout dans l'environnement et aussi en ce qui concerne la responsabilisation et la transparence et la redevabilité. Et pour les avoir procuré des soins de santé familiale et aussi l'expertise qui est inclue dans le secteur privé et dans la chaîne de procurement. Nous savons que ceci est présent dans tous les villages du Nigeria. Donc, ils ont un système de chaîne de procurement. Donc, nous avons aussi, le gouvernement aide, le son est coupé, la communication est entrecoupée. Il y a beaucoup de soins de santé pour la Covid et les invalidités et qui vont soutenir les fournisseurs de soins de santé. Et nous avons les directives de 2020 qui fournissent certaines gestions de la mission et nous croyons vraiment que ça va donner, nous allons aussi beaucoup contribuer à la couverture de santé universelle au sein du pays. Merci. Maintenant, nous allons entendre parler Mac qui va nous parler de solutions numériques excitantes au Bangladesh et avec la couverture de santé universelle et la santé de reproduction. Et allez-y, Matt. Merci beaucoup, Maggie. Je crois que nous aurons quelques petites diapos. Je veux voir si c'est affiché sur l'écran. Peut-être que nous puissions passer à la première. Alors, merci beaucoup, Maggie. Je crois que c'est très difficile
de trouver, de suivre Dr Alpha Labi, mais je vais faire de mon mieux. Comme Maggie l'a dit, notre point de focalisation, c'est sur comment est-ce que nous pouvons tirer parti des plateformes mobiles qui sont utilisées par à peu près 5 milliards de personnes dans le monde pour avancer la couverture de santé. Notre première concentration sur le LMAC en Asie, et comme Maggie l'a dit, surtout au Bangladesh et Myanmar. La première séance diapo, vous allez voir un petit contexte et vous allez voir un aperçu de très haut niveau de ce qui se passe dans beaucoup des endroits où nous travaillons. Il y a accès aux services essentiels et la protection financière, et ça vous verrez des carences. En général, nous voyons un grand défi pour l'accès qui est mené en gros par les contraintes au niveau des ressources humaines pour la santé, et d'avoir accès à des informations dont c'est pas basées sur les évidences de haute qualité. Ça, c'est un grand défi partout dans l'Asie émergente. Une chose qui est notable, c'est que même comparé au contexte du Nigeria et en Colombie, il y a beaucoup de haut niveau, beaucoup de dépenses personnelles. Dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup des pays à petits revenus, et en Asie, il y a beaucoup de frais personnels qui sont à peu près à 76% des frais de santé qui sont payés directement par les familles mêmes. En ce qui concerne l'aperçu des FP, comment ça se manifeste pour la protection financière, il s'agit ici d'une analyse. Quand vous regardez là où nous trouvions auparavant, là où nous sommes actuellement, en gros, nous voyons que là, avec les deux données en Asie, il n'y a pas beaucoup de progrès qui a été effectué pour étendre la protection financière en tout, et ça, il y a un petit plateau, et aussi ce que nous voyons, c'est toujours un grand rôle pour le secteur privé. Et en gros, 40% de FP en Asie est fourni aux femmes par le biais du secteur privé, ce qui est assez élevé comparé à d'autres parties du monde. Nous voyons aussi que c'est en gros, ça tourne toujours autour de méthodes rapides. Une des défis que nous considérons en ce qui concerne la planification financière, c'est la reconnaissance que le secteur privé va de toute évidence continuer à jouer un grand rôle, mais comment est-ce que nous pouvons créer des modèles qui fournissent beaucoup d'options pour la planification familiale et des méthodes à court terme et à long terme pour les femmes, de façon qui est raisonnable pour qu'ils puissent avoir des choix et le rôle que beaucoup de composantes peuvent jouer à ce niveau pour assurer quelque chose qui soit abordable et économique. Nous voyons les opportunités en dépit des défis. Il y a beaucoup de progrès qui ont été effectués à la fois à l'accès à la santé et aussi à l'accès à des réseaux mondiaux. 5 milliards d'utilisateurs de téléphones se servent de la plateforme, et nous voyons comment est-ce que ces plateformes peuvent soutenir le USHC. Et une grande partie, c'est que nous pensons beaucoup de temps sur la protection financière, comme le docteur Afabli l'a dit, le secteur privé, nous croyons, pourra aussi jouer un rôle dans les modèles innovants autour de financement, et pour pallier à ces carences. Donc, ce que nous voyons également, surtout avec la Covid, de nouveaux modèles de coordination, de délivrance des soins de santé, d'éducation. Comme vous le voyez sur la droite, c'est un exemple. À droite, c'est comment tirer parti d'autres plateformes pour atteindre nos objectifs. La dernière diapo, c'est comment nous avons approché cette affaire. C'est pour donner une plateforme qui connecte, relie de différentes parties prenantes au sein du système de santé, et pour les fournir aux familles. Notre point de focalisation, c'est de fournir l'infrastructure de technologie et le modèle de livraison des services et des prestations pour accroître leurs relations au secteur privé ou des assureurs, pour leur donner de la télémédecine, et pour aussi
introduire ceci dans le système de santé, y compris explorer des domaines tels que la planification familiale. Pour conclure, notre grande opportunité pour le secteur privé de contribuer à la planification familiale à nouveau pour aider le secteur privé de livrer des soins de santé de plus de grande qualité et aussi de tirer parti des capacités du secteur privé dans le sein du financement et la technologie pour contribuer au coût. Merci beaucoup. Merci, Matt. Nous allons entendre maintenant de Martha Arroyo. Elle va parler un peu de la franchise sociale avec la santé et la planification familiale en Colombie. Bonjour, bon après-midi. Merci à tout le monde de m'avoir invité. Et prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je veux vous donner une petite résumé de ce que nous faisons à ProFamilia. Nous sommes une organisation entreprise privée. Ça fait plusieurs années qu'on travaille en Colombie pour lutter pour le droit de reproduction. Et nous commençons bien que nous sommes leaders pour offrir ces simples. Et avec le taux de fertilité, et nous avons eu plein d'enfants en les années 60, mais beaucoup moins en 2012. À partir de 2012, nous avons commencé à travailler une entreprise de niveau social pour garantir notre soutenance et aussi avoir accès à de nouvelles ressources et fortifier aussi nos programmes sociaux, c'est-à-dire augmenter la participation de la population vulnérable avec laquelle nous travaillons. ProFamilia Pharma, ProFamilia Health Services, ProFamilia Pharma, ProFamilia Educa, l'investigation et l'avocat et faire d'avocat. ProFamilia Health Services et ProFamilia Pharma, c'est le côté des services de santé et de la pharmacologie. Nous représentent 86% de notre revenu. Nous travaillons avec les différentes couvertures de la Colombie qui nous engagent pour travailler et offrir comme un centre d'excellence, étant donné que nous offrons une approche plus globale. Pour vous donner un exemple, nous travaillons par exemple avec des jeunes filles avec des communautés aborigènes. Donc, ils peuvent trouver différentes ressources pour satisfaire leurs nids. Avec ProFamilia Pharma, nous vendons contraceptifs en différents endroits de la Colombie. Nous avons eu besoin d'investir dans des pratiques innovatives, par exemple des stratégies de marketing, mais nous avons déjà vu les résultats de ces investissements. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je voudrais maintenant vous donner un peu de contexte de la Colombie. Nous avons à peu près une population de 50 millions d'habitants et 2 millions d'immigrés du Venezuela. Donc, nous avons beaucoup de stress sur le système. Nous avons un programme de couverture universelle de santé et toute la population fait partie de ce système. Mais nous avons aussi un plan de bénéfices de santé et la planification familiale fait partie de ce programme. Mais comme vous bien savez, et cela arrive dans plusieurs autres parties aussi, l'accès à la santé n'est pas égal. Donc, nous avons une grande inégalité et où on a besoin de fermer encore les lacunes entre les différentes zones urbaines et rurales dans le pays. Certains obstacles auxquels nous avons fait face sont liés aux ressources. En ce moment, le système a beaucoup de soucis parce que beaucoup de personnes en Colombie ont encore un travail informel. C'est-à-dire qu'ils ne contribuent pas de ressources du système, mais de l'autre côté, ils profitent bien de la couverture de santé universelle. Et cela, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons encore des lacunes. Nous avons encore des différences entre les différents secteurs. Qu'est-ce que nous avons fait du point de vue de la planification familiale et de la couverture universelle? Prochaine diapositive, s'il vous plaît.
Nous savons que quand il s'agit de la planification familiale, les obstacles que nous avons, les conditions du territoire, des différentes régions, c'est un grand problème parce que si on peut, là, parlons de la couverture universelle, ça veut dire bénéfice pour tout le monde, sans privilège pour quelques-uns. Donc, ce que nous avons fait, nous sommes en train de travailler sur une approche un peu différente. Nous offrons des services à des différents centres de santé, mais nous avons encore aussi amélioré pendant les différentes années d'offrir des brigades mobiles. Et ce sont les photos que vous voyez ici. Ces brigades sont payées par les compagnies d'assurance parce qu'ils se sont rendus compte que pour pouvoir être en contact avec les membres, c'est important d'y aller. Comme centre d'excellence pour la planification familiale, nous avons une approche très globale. Et avec cette approche, nous avons pu satisfaire les besoins de la population pour avoir accès à la planification familiale. Aussi sur un modèle que nous appelons sans préjudice, où il n'y aura pas de préjudice. Nous sommes en train de développer maintenant 2000 brigades dans tous les pays et nous sommes aussi en train de voir les résultats de tous les investissements que nous avons dit pour offrir plus de couvrage et planification familiale. Nous sommes en train d'avoir plus d'accès aux différents genres. Nous sommes en train d'éviter des grossesses non désirées. Merci beaucoup. I'm now going to ask a question for all of the panelists. My question is, Merci, Martha. Je vais poser une question maintenant à tous les membres de ce panel. Ma question est, maintenant que vous avez parlé un peu des modèles, quels sont les défis, quelles sont les solutions que vous avez trouvées et quel est le futur de ces modèles que vous voyez pour l'avenir? Je crois que c'est une excellente question et évidemment, je pourrais parler de ce sujet pendant des heures et des heures, mais je vais essayer d'être bref. Évidemment, si nous parlons de la nature du financement, nous avons besoin de financer des investissements pour les familles et les différents ménages. Un des défis que nous avons, c'est la partie de l'éducation, c'est-à-dire convaincre les familles d'investir dans leur santé d'une façon régulière, surtout dans un contexte où comprendre l'idée de l'assurance de maladie est très limitée, de souligner l'impact économique, par exemple. Je crois que ce que nous voyons, c'est une vraie opportunité d'impulser cette idée avec une valeur quotidienne pour nos familles. Donc, il s'agit moins de la protection financière dans un événement catastrophique où beaucoup de familles auraient beaucoup de mal à payer pour la nourriture, mais nous sommes en train de parler de ce que nous appelons la valeur quotidienne. Donc, la planification familiale est d'un certain côté pas vraiment se bénéficier de la couverture universelle, mais aussi d'en profiter et que ça devienne un propulseur. Les personnes seront en contact beaucoup plus fréquemment avec un médecin que dans un moment catastrophique où ils ont besoin de l'hospitalisation. C'est-à-dire que nous sommes en train de contribuer une valeur positive aux familles quand il s'agit de l'accès à la planification familiale et des bénéfices quotidiens et des services médicaux externes. Et cela peut inviter les gens à s'inscrire aux différentes assurances maladie. Et pour le futur, ce que je voudrais bien rajouter, je crois que les secteurs privés seront encore plus importants. D'un côté, nous voyons une grande opportunité avec le nouveau modèle pour la planification familiale et le service de santé. Cela est en train on le voit partout dans le monde. Et cette ouverture à des nouveaux modèles du point de vue de prestataires, mais aussi du côté des patients. Je crois
Et pour parler du gouvernement et des régulateurs, oui, ils sont aussi d'aider avec ces produits. Je crois que le secteur privé sera aussi très important parce que beaucoup de ce que nous voyons et qu'on peut arriver à lire, c'est que la partie impositive devient beaucoup plus difficile, étant donné surtout les graves conséquences de la pandémie du COVID-19, c'est-à-dire que le secteur privé il va falloir que le secteur privé contribue encore plus fortement à cette partie. Merci, Marc. Martha, vous avez 1 minute et demie, 2 minutes pour répondre. Oh, mon Dieu, j'aurais bien aimé avoir 20 minutes pour répondre à la question. Je crois que c'est très important de comprendre que nous avons un défi tellement énorme devant nous que nous avons besoin d'être interconnectés, les secteurs privés avec le secteur public. Les gouvernements ont beaucoup de responsabilités d'établir des politiques qui soient utiles et qui doivent tenir en compte la planification familiale et que ça aille beaucoup plus loin que la mortalité maternelle. Nous avons besoin aussi de services beaucoup plus compréhensifs et de vraiment avoir une couverture universelle de santé qui tient en compte pas que la qualité, mais pour pouvoir l'atteindre, nous avons besoin de travailler ensemble, chacun dans son rôle. Et j'aimerais bien répéter que nous devons comprendre vraiment ce que la couverture universelle veut dire. C'est que tout le monde a accès. Nous avons besoin de services avec de grandes qualités. Et ça ne devrait pas être un privilège pour quelques-uns, mais un bénéfice pour tout le monde. Merci. Merci, Martha. Et Dr. Ufalabi, vous avez le dernier mot. Peut-être des défis, des résolutions et la vision pour l'avenir. Vous en avez 2 minutes. Merci beaucoup. Si nous parlons des challenges pour la couverture universelle, je pense que c'est un élément très important. L'équipe qui travaille sur cette initiative, les produits ne sont pas inclus pour la planification familiale en ce moment, que l'information est inclue en ce moment. Donc, nous devons établir au niveau national une assurance. Cela fait le scénario encore plus difficile au niveau des différents États. L'interprète s'excuse, la connexion est très mauvaise. Malheureusement, nous devons travailler avec les différents secteurs, surtout avec le secteur privé. Et nous avons de la disponibilité dans le pays et le secteur privé joue aussi un rôle primordial dans la couverture universelle de santé pour le pays. Et quand je regarde la situation, si vous avez des investissements, l'interprète a perdu la connexion avec les présentateurs, ou plutôt le présentateur n'a plus de connexion. Je suis en train de parler de l'assurance qui peut offrir la couverture dans le secteur privé et le secteur public. Et cela voudrait aider avec la transparence. Et si le secteur privé, l'implémentation de cette règle au niveau du pays, si on l'analyse, je voudrais recommander d'établir ces activités au niveau national et aussi subnational. Merci. Nous allons regarder une petite vidéo maintenant qui montre
la diversité des différents acteurs du secteur privé. Merci beaucoup pour votre participation. Je suis Dr Albodjan et je me trouve ici. Je suis médecin. Je suis Elizabeth Kovet. Je suis au Nairobi au Kenya. Coucou. Ma spécialité, c'est la planification familiale. J'habite à Caban. Les patients sont les clientes qui habitent près d'Abuja, Nigeria. Nous nous occupons des femmes pendant la grossesse, l'accouchement et la période après. Nous travaillons aussi avec la planification familiale. La plupart de nos parents sont enceintes avec notre participation et nous pouvons réduire la mortalité. La planification familiale a beaucoup aidé aux femmes quand nous travaillons avec les challenges quotidiens et nous voulons que cela soit un droit pour tout le monde. Alors, nous servons les Rwandais et Rwandaises de toutes souches. Nous sommes, comme nous le disons souvent, la dernière ligne de défense entre les patients et leurs médicaments après la prescription médicale des prescripteurs. Dans le domaine de la planification familiale, je dirais que les pharmaciens jouent un rôle très important. C'est-à-dire, la distribution des produits contraceptifs, c'est assuré par les pharmaciens. Le plus grand besoin, c'est l'accès au service médical. J'aimerais bien travailler avec la communauté et avec les assesseurs. J'ai une passion de travailler avec les femmes, de les motiver à continuer. Quand je vois une patiente qui ne se sent pas bien et que maintenant a amélioré, ça, c'est l'honneur et le bonheur de travailler dans cet entourage. Wow! J'adore la diversité du secteur privé et les voix, les images que nous voyons dans cette vidéo. Voilà, je m'appelle Andrea Baer et c'est mon plaisir de présenter les présentateurs pour le prochain sujet qui est comment on peut mobiliser l'information sur la santé reproductive et des produits pendant la pandémie du COVID-19. Nous voulons partager des petites visions sur 3 secteurs privés et des solutions que vous avez trouvées à ce que beaucoup de personnes ont fait face pendant les derniers mois. D'abord, Mokshada Jain, le gérant du programme du Surge Ventures d'India, va nous parler. Après, Ashraful Islam, qui est gérante assistante des Incepta Pharmaceuticals à Bangladesh. Et finalement, de Alexandrina Naganwagji, qui est le leader du projet de DISC PSI en Ouganda. Après d'entendre leur présentation, nous aurons quelques minutes pour répondre aux questions. Mokshada, je vous passe la parole. Bonjour, je m'appelle Mokshada Jain et merci de participer à la session d'aujourd'hui. Nous sommes associés à Clinton Health Access Initiative pour tirer des parties des plateformes numériques privées qui soutiennent la prestation des services du secteur public en Inde. Pour fournir un certain contexte, nous avons passé un certain temps à comprendre de manière holistique pourquoi les ménages et les travailleurs de première ligne se comportent comme ils le font et nous avons généré des connaissances approfondies sur ce qui motive le choix des gens. Nous nous sommes appuyés sur ces résultats pour élaborer les interventions dont nous discuterons dans quelques instants.
En India, India a eu le lockdown le plus important du COVID et le COVID a augmenté encore les besoins la nécessité de planification maritime. Les différents partenaires et l'État ont travaillé ensemble pour pouvoir offrir de la planification mais les familles ont le désir d'éviter une grossesse, mais il y a plusieurs obstacles qui contribuent à la faible intention et à la faible utilisation des contraceptifs. Par exemple, l'ignorance des options, qu'est-ce que les options veulent dire, la préoccupation concernant les effets secondaires et les autres obstacles à l'adoption. Avec la planification familiale, c'est aussi une décision privée, mais avec le COVID-19, l'accès à l'information a été encore plus différent. Et l'accès à l'information est devenu beaucoup plus difficile. Donc, notre approche pour combler des lacunes, c'était de pouvoir leur donner des accès à les informations. Nous avons utilisé des plateformes privées, par exemple chatbot, pour s'attaquer aux obstacles à la demande afin d'établir un lien avec les services publics et de les compléter. Donc, nous avons d'abord travaillé avec chatbot et nous avons aussi eu une approche de 360 degrés de marketing privé. Nous avons utilisé des flyers, d'annonces, d'autocollantes sur les chaînes privées, comme par exemple dans les différentes pharmacies et les supermarchés. Nous avons fait aussi un test des messageries et nous avons analysé quels avaient les impacts les plus hauts. Nous avons travaillé aussi, utilisé les différentes plateformes de conversation, Facebook, AskNevi, par exemple, WhatsApp. Et nous voulons aussi donner des informations personnalisées aux différents gens pour aider à leur prise de décision. Le service est gratuit et nous avons vraiment... le but, c'était vraiment de leur offrir des informations pour améliorer la perception des différentes méthodes contraceptives et aussi à leur aider à aller au prochain niveau dans leur voyage. Donc, si par exemple, quelqu'un était intéressés à savoir un peu comment fonctionne un certain contraceptif, ils avaient aussi le droit d'aller au prochain pas, d'avoir un rendez-vous et d'être liés aux différents centres de santé pour obtenir le service de santé. Du point de vue des leçons apprises, nous avons appris que nous avons pu exploiter rapidement les plateformes numériques privées, comme par exemple le marketing social. On a pu s'adapter facilement au contexte. Nous avons pu déployer rapidement l'interaction à l'échelle et nous avons partagé des aperçus en temps réel qui nous ont permis d'adopter et d'affiner, d'ajuster l'information. Par exemple, en temps réel, on a pu voir quels étaient les contextes ou les conversations que les gens suivaient sur les réseaux sociaux. Avec cette approche de marketing privé de 360 degrés que nous avons utilisée, donc utiliser Facebook par exemple, nous avons vraiment pu utiliser des messages à l'échelle et à un moindre coût, mais nous avons aussi utilisé des canaux hors ligne pour toucher davantage de femmes et des personnes âgées qui n'ont peut-être pas accès aux réseaux médias. Une autre leçon apprise, nous avons entendu que quand qu'on offre une information personnalisée et sans pression, et cela aide aussi à élever le taux de participation de satisfaction des différents utilisateurs. Nous avons vraiment utilisé l'information. C'est difficile de maintenir la dynamique de la conversation et de garantir un engagement continu. Il y a beaucoup de gens qui participent, mais il y a beaucoup de gens qui participent et nous avons besoin d'offrir constamment des contenus et d'informations qui sont intéressants pour les gens. En général, nous avons observé un taux élevé de participation et de satisfaction d'utilisateurs. Et nous avons eu des standards très hauts. Nous avons pu augmenter la quantité de participation des gens en 4 districts pendant 3 mois. Et 84% des gens voulaient vraiment éviter une grossesse. Et nous avons eu un engagement beaucoup plus haut dans la conversation des méthodes de planification familiale. Les hommes veulent faire partie de la conversation. C'est une nouveauté de l'intervention. Donc, 75% d'utilisateurs sont des hommes. Donc, ils utilisent vraiment ces offres digitaux qui sont en place. Et c'était vraiment un endroit pour les hommes d'engager dans la conversation.
Nous voulons vraiment trouver beaucoup plus d'évidence pour produire des preuves sur la portée, la faisabilité et l'efficacité. Nous voulons aussi viser une plus grande échelle et une plus grande intégration avec le système de santé publique. Merci beaucoup. Mokshada, merci beaucoup. C'est vraiment c'est parti. Merci pour l'information et pour le produit parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et maintenant, je veux dire donner le bienvenu à Ashraful Islam à Bangladesh. Bonjour tout le monde, je suis Ashraful Islam. Je travaille comme un directeur adjoint du marketing international avec International Insect Pharmaceuticals Limited. Bienvenue. Nous, chez Insect Pharmaceuticals, nous avons établi l'entreprise en 1999 et nous avons commencé notre opération en 2009. Nous sommes un des principaux fabricants de médicaments génériques du Bangladesh avec plus de 1000 produits en portfolio. Nous avons 19 produits différents dans la catégorie de la santé génétique sous forme orale solide et injectable. Pendant du moment de la pandémie, en février 2020, nous avons reçu l'approbation du premier produit de l'OMS-PQ, c'est-à-dire une injection intramusculaire. Pendant ces 10 mois de COVID, nous avons fait face à plein de challenges. Peut-être le challenge le plus important, c'était maintenir la sécurité des employés, c'est-à-dire comment on pouvait éviter l'infection par le COVID-19. Nous avons compris aussi que notre système actuel de santé et de sécurité de l'environnement n'est pas assez solide pour assurer la sécurité des employés. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé des groupes de recrutement des employés pour limiter les possibilités de contamination croisée. Nous avons aussi implémenté des contrôles de température au point d'entrée et la désinfection régulière des bureaux. Nous avons aussi mis en place une cabine d'essai de testing de COVID-19 à proximité du lieu du travail. Donc, si nous avons un employé qui a des symptômes ou qui ne se sent pas bien, il peut y aller immédiatement et faire le test. Quand nous avons fait aussi ces regroupements des employés, nous avons aussi, la capacité de production a été réduite, ce qui a entraîné une réduction de la capacité de la capacité de production. Donc, pour cette raison, nous avons eu besoin de nous concentrer sur nos compétences et nous avons eu aussi de se concentrer davantage sur le marché prioritaire. Nous avons eu besoin de faire l'externalisation de certains services, notamment pour la distribution. Nous avons eu aussi tenir en compte l'augmentation du délai de livraison des matières premières. Cela a augmenté le temps de livraison des matières premières. Donc, nous avons eu besoin de la nécessité de sortir d'une formule mathématique d'inverter. Nous avons eu besoin d'introduire une prévision du marché plus claire. Et nous avons aussi eu besoin d'introduire un concept de stock tampon pour les matières premières et la fabrication par lot. Nous avons aussi implémenté une formule pour avoir un pronostic pour l'acquisition de données sur les marchés mondiaux. La demande du marché a changé drastiquement et la demande du marché était imprévisible. Et le système de santé du pays a changé rapidement. Aussi, avec la limitation de capacité de production des différents secteurs du pays. Donc, c'est-à-dire que nous avons eu besoin de s'adapter plus rapidement à le changement de la demande du marché. Nous avons amélioré les procédures pour travailler en ligne et de la maison pour nous concentrer davantage sur les compétences et l'entrée sur le marché. Nous avons restructuré les processus de travail pour s'adapter à l'évolution rapide de la demande. Aussi, un autre problème auquel nous avons fait face, c'est l'arrêt des vols internationaux et uniquement sur la base de la demande pour les vols de fret.
Donc, nous avons eu besoin d'acquérir plus de connaissances du système global de frais et en donnant la priorité à la fabrication en fonction de l'urgence et aux conditions de vol de frais. C'est-à-dire que nous avons eu besoin d'adapter notre ligne de notre procédure de fabrication pour pouvoir aussi produire en fonction de leurs frais. Nous avons eu besoin aussi de nous concentrer aux frais maritimes. Mais nous avons juste besoin d'envoyer tous nos produits par le service de messagerie. Donc, ce que nous avons appris aussi, c'est qu'il y aura plus de... Nous avons besoin d'être plus préparés pour les prochaines pandémies. Merci beaucoup. Shrapple, thank you very much. And our last panelist is Alexandrina from PSI Uganda, project lead for the DISC project. So, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. I am Alexandrina Nakanwaji from PSI Uganda, and I'll be sharing how we ensured continuity of access to SRH information and services during the COVID-19 pandemic in Uganda. So for a little context, PSI Uganda works in the private sector, providing direct support to 83 private health clinics under the Profund franchise and 16 youth-friendly services clinics in 23 districts. And we also distribute SRH commodities, that's IUDs, misoprostol, and condoms to a network of over 600 pharmacies in Uganda. So with the COVID-19 pandemic, the country went into full lockdown in March with no public transportation, restricted movement of private vehicles, a curfew, closing of markets and malls and borders. And while the restrictions loosened in June and the borders opened in October, we still do face a few restrictions with movement and gathering in spaces. And these restrictions definitely did affect the kind of support that we are able to provide to our franchise clinics and to the pharmacies where we distribute SRH commodities and services, and also how we reach consumers. So we had difficulty in maintaining access to SRH commodities, which then had us running the risk of stockouts. We had difficulty in offering quality assurance support in the way that we were used to, which was largely observational because of the travel restrictions and also the risk of PSI Uganda staff contracting COVID-19. There's restricted movements of people and health providers, which made it difficult for consumers to access health services and products from health service channels. And with COVID-19 being the priority, SRH and family planning definitely did lose top-of-mind awareness, which ran the risk of increased number of unplanned pregnancies. So in order for us to keep on supporting the different outlets that we do, we turn to virtual support supervision in the areas of clinical skills, data quality, client records management, making sure that the providers and the clinics do meet infrastructure standards, and also making sure that there's continued access to commodities. And we were able to provide COVID-19 preventive measures and information on that to providers. We're able to continue collecting data from the different clinics and support them in proper client records management. I support them in ensuring continued general cleanliness and infection prevention protocols being followed, as well as linking them to the nearest source of commodities for redistribution, especially with the limited movements. We faced a few challenges regarding some of these support supervision areas. With the quality assurance protocols being mostly observational, we realized that there is a need for mixed methods because virtual doesn't cover all the different indicators for quality that need to be covered. And so moving forward, we'd have to blend both methods to be effective in the support we provide. With the quality of data collected, while the data was coming in, the images of that data were not up to par, so we had to support client consumers,
we had to support the providers on the right applications to use to take pictures of their data. And while WhatsApp, which was our major tool of providing support supervision as well as telephone calls, is great for timely dissemination, especially in WhatsApp groups with providers, it can be challenging with meaningful engagement. And also, we learned that it's important to schedule virtual support supervision at times convenient for providers, because you tend to believe that because they picked up the phone, they're available. But in order to be able to support them along the supervision areas, you do need to schedule that time. Regarding continued access to commodities to prevent stockouts, we looked at e-retail of some of the products that we distribute at Trust Condoms using commercial sites like Jumia and Safe Border. We also conducted tele-detailing where we used phone calls and WhatsApp to be able to support providers and also pharmacists on being able to use these products and provide the correct information to the consumers, as well as motorbike delivery of commodities, where we hired motorbikes to deliver products to prevent stockouts. So with the motorbikes, this was great for market penetration because they are swift, they're agile, they're able to reach more places. And also because they break down stock from bulk, we were able to meet or add more people to the network. But because they're also third-party contractors, there's a level of unreliability, so it's good for us to invest in organization on motorbikes. There's limitations in e-retail and what commodities can be distributed on e-retail platforms, mainly because of the counseling that is needed to support consumers to users. So we need to explore telemedicine partnerships with e-retail in order to make this effective. And then we also learned that if we can bundle family planning products with health and beauty products, that can create more demand for family planning products. Using digital channels to reach clients with information was also another way for us to continue supporting clients and keep SRH as top of mind. So we use push audio and text messages to support people to have more information. We use the 161 service manned by BIAMO with interactive voice recordings and USSD, and also an option to self-refer to a facility nearest them for services. And we also run a social media campaign with Steady, which means I am steady in my choices, to also support this campaign. And through these channels, we're able to reach millions of unique users. But we realize that there's a perceived credibility of online information that affects decision making. And so we need to be able to communicate the credibility of the information that we're sharing, and also to translate content beyond English, which garners bigger audiences. So with that, I'd like to thank you for listening, and I'm happy to take any questions. Okay, thank you very much to my three panelists. And at the outset, Fred said that we were going to have a rapid pace session, and hopefully you're all seeing that that is indeed the case. Our goal was to show the breadth and depth of the private sector and a wide geographic representation as well. So at this time, I'd like to invite my three panelists back on screen just for a quick follow-up question. So Mokshada, Ashraful, and Alex, if you want to open your video, that would be great. Okay, so first question for you, Mokshada. You talked about the 360-degree private marketing approach. Can you just comment a little bit more on the age group that you were targeting and a little bit about the message testing? Yeah, no, great question. Thank you for that. So I'll take the age group first. So really, the number of users that we had, a majority of portion of them were 18 to 35. So we were getting users, I think 80% of them are from 18 to 34 years of age. And then we had about only 2% that were under 18, but over 15 years of age. So that was the user age group that we were targeting. And also in terms of the messaging, what was really interesting was that we tried a number of different messages, and the messages that kind of evoked people's curiosity
seem to work better. So, we have these messages that, do you know there are new family planning methods? Because the government of India, for example, introduced some new methods in the past few years. So those kinds of messages, resonated more with the audiences than some of the typical standard traditional messages like small family and happy family, which, governments and other organizations have been using in the past. So digitally, things which kind of appeal to broader life goals. So do you know what's the, successful formula for a happy life? Again, those kinds of messages did much better than some of the traditional ones. Thank you, Mokshat. I think that's so powerful and is really talking about taking sexual and reproductive health forward in the future as we need it to be. Ashraful, a quick question for you, as you are our manufacturer represented today from the private sector. Tell us a little bit more about the hard work involved in maintaining product quality, not only during COVID-19, but more broadly. So actually, in the pharmaceutical industry that we used to follow, we call it a standard operating procedures, that's SOP, for each and every aspect of our manufacturing procedure. So, and we maintain these SOPs all throughout the process. In the time of COVID-19, yes, we had to change some SOPs, but those are mainly on um, reducing timeline of approvals and such activities and allowing online approvals. Uh, as for example, we have introduced internet-based approval system of our certain documents and items, and in our SOP we have also allowed it. So this way, while your immediate supervisor is working from home, but still you can get your approvals done from that way. But actually, and whatever it takes, we didn't alter any single point of the SOPs that relates to manufacturing the products, testing the quality of the products, and releasing the products after the quality testing is done. So Thank this you is so how much. we have maintained. Thank you. I'm sorry, Ashraful, to cut you off. Just in the interest of time. Yeah. Thank you. Alex, a closing quick question to you, Alexandrina. Can you just comment very briefly on what your learnings from the service delivery innovations might imply for the future? And that's a great question. And I was actually thinking about it because we are looking to move beyond the adaptations, for example, adapting virtual supervision and blending that with the observational supervision that we do, so that we spend less time in the facilities and support the providers virtually. So that's something that we're taking on. And then this also sparked the need for us to try out e-learning trainings and see how that could go away from classroom. And so that's something that we're currently piloting. So that's really exciting for us. And regarding also service delivery and teledetailing, realize that if we can get alternative methods of getting the product to the different outlets and can carry out teledetailing, that we don't necessarily need to be out there in the field every single day, and that actually reduces the overhead costs for the platform, and that's also exciting for us to explore. So I guess the challenge for us is to get out of the adaptation mode or crisis mode and see how we can embed this in programming moving forward. And so that's what we're taking on right now. Thank you. Thank you so much. A huge thanks. I know that there's a lot of interest in these presentations, so we will cover follow-up questions going forward on the website. With this, we're going to cut away to a quick video from our friends at Shops Plus. They made this just for this session. It's really going to highlight how youth and hard to reach individuals are served by the private sector. Over to the video. Mi nombre es Paola Escorcia, vivo en Bogotá, Colombia. La planificación es importante para mí porque yo tuve un embarazo muy joven, a los 17, por no planificar, por no saber planificar. Yo planifiqué después de que tuve a mi hija, a los 18. Yo decidí ir a Profamilia porque me dieron consejos, me explicaron los métodos anticonceptivos, ahí mismo me hicieron exámenes.
In India, there is a huge unmet information need for family planning overall. Almost two-thirds of the population is under the age of 25. So people have this wide variety of questions. We have created Hello Judy, which is India's first conversational multilingual chatbot, which helps the entire youth of India ask any question that they have in their mind on family planning particularly and making healthy life choices. Our main mission is to provide sustainable and quality healthcare in remote areas or hard-to-reach areas. We partner with the community members to set up the medical centers in a sustainable way. We are a social marketing organization, and our target groups, women in remote and hard-to-reach areas. As a private sector provider, our objective is to ensure that the product and services are available to their nearest pharmacies. Addressing the needs of the women is something that we really need to do, and especially in the context of family planning, where they do not have the accessibility, they do not have the knowledge. Most of my patients are middle class patients. I suggest my patients to have family planning in order to have a happy life for you, for your husband, for your family, and for your children. My hope for the future and for the patients is that we are able to reach communities with the correct health information and also in a sustainable manner. Je veux que chaque enfant qui va naître puisse grandir dans de très bonnes conditions. Et si nous tous nous mettons nos mains, je suis sûr qu'on peut avoir de très très bons résultats à l'avenir. Thank you. And with that, we will go to our final panel. Pretty exciting. I'm turning this over to David Wofford from the United Nations Foundation. David, take it away. Hi, thanks, Andrea. I'm David Wofford. I lead private sector action for women's health and empowerment of the UN Foundation. Next slide. Our aim is to drive corporate action on gender equality by pushing business to make public commitments to invest in women's health and safety in their workforces or supply chains. We believe that women's health, starting with reproductive health and family planning, should be central to women's empowerment for business. C'est pour la couverture universelle de santé. Le rôle d'entreprise n'est pas lié que à ce qui offre le produit et le service familial. Ces différentes entreprises sont en train de générer des compromis avec les différentes entreprises. Depuis 2019, 15 marques, fabricants et groupes commerciaux mondiaux se sont engagés en faveur de la santé des femmes, touchant plus de 800 000 femmes. Vous pouvez en savoir plus sur ces engagements sur notre site Web. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer 4 nouveaux engagements d'entités commerciales au Kenya et l'Inde. Ces engagements ont été rendus possibles grâce à nos consultants partenaires en Inde et au Kenya. Les 4 entreprises sont Amalgamated Plantations, le producteur de thé, le deuxième plus grand en Inde, s'engageait à fournir des services de santé à 35 000 femmes travaillant en Inde dans 25 propriétés différentes du Bengale occidental et du Nord. Arvind, un fabricant mondial de textiles, s'engage à fournir des informations de services de santé sexuelle et reproductive faisant partie de leur système de santé aux travailleuses dans 3 États de l'Inde. Novartis Sub-Saharan Africa s'engage à atteindre 40 000 travailleurs dans les petites et moyennes entreprises, qui inclut 20 000 femmes avec des informations sur la santé sexuelle dans différents pays de l'Afrique et One Kenya Women in Coffee. C'est une organisation dirigée par des femmes dans les plantations de café et s'engage
à atteindre 15 000 travailleurs dans différentes 50 plantations de café. Donc, je veux leur donner la bienvenue maintenant. S'il vous plaît, mettre en route votre vidéo. Madame Echano, CJMS, responsable des ressources humaines de Amalgamated Compliance, Racy Machila, la directrice de Novartis, et des responsables d'RSE. Margaret, je voudrais commencer avec vous. Pourquoi c'est très important pour les femmes d'avoir accès au service de santé pour vous et pour votre organisation? Margaret, vous pouvez mettre en route votre micro, s'il vous plaît. Margaret, je vais passer la parole à Raj maintenant, à Niraj, pour qu'il réponde pendant que vous trouvez la façon de mettre votre micro en route. Merci David, c'est mon plaisir d'être ici. Je voudrais dire que notre philosophie d'entreprise est basée sur des valeurs, c'est-à-dire que notre entreprise ne peut prospérer que dans une société saine. Un employé en santé est un employé heureux et c'est un employé qui peut contribuer à la prospérité des entreprises. Donc, dans chaque fabrique en Inde, nous avons un centre de santé dans leur fabrique. Nous voulons se rassurer que notre programme pour inviter à nos employés qu'ils fassent un petit voyage de transformation. Nous avons une formule d'empodération. Nous leur donnons le médicament nécessaire. Ils ont évidemment un salaire et les bénéfices de sécurité sociale, mais ce qui est encore plus important pour nous, on s'occupe de leur nutrition quand ils sont hébergés dans nos dortoirs. Et on veut s'assurer aussi qu'ils aient de la dééducation. Il y a beaucoup d'entre eux qui ne l'ont pas. Et en plus, nous voulons leur offrir d'opportunités pour pratiquer l'hygiène personnelle. On leur aide avec leurs finances, avec leurs études, pour qu'ils soient équipés et prêts pour explorer le monde et les opportunités qu'ils ont. En plus, quand nous voyons la santé d'un employé en général. La santé physique est aussi importante que la richesse intérieure. On se concentre sur la santé physique de nos employés et des autres aspects de leur vie aussi. Parce que l'entreprise peut prospérer si les employés sont à l'aise. Merci beaucoup, Niraj. Margaret, êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Merci, David, pour l'opportunité. Mount Kenya, nous sommes une entreprise. Nous travaillons avec la coopérative des agriculteurs. Et ce qui est très important pour nous, c'est que 70% de nos travailleurs sont des femmes. Et évidemment, la journée est difficile. Ils n'ont pas forcément accès aux services de santé ou des informations. L'interprète présente ses excuses. L'audio de la présentatrice est en train de couper. En même temps, Margaret, je vous présente mes excuses. Votre audio ne marche pas en ce moment. Donc, nous ne sommes pas en train de vous entendre. Je suis désolée. Mount Kenya est en train de faire un travail super pour travailler avec le gouvernement et des partenaires pour offrir des services de planification familiale. Margaret, je suis désolée, nous ne vous entendons pas. Nous vous remercions beaucoup de votre compromis et de votre travail. SIJA
Et vous pouvez partager votre réponse avec nous. Bonjour. Merci David pour la question. Amalgamated Plantation est une entreprise et nous sommes connus pour construire et offrir des services de santé à la communauté. Nous croyons que aider aux femmes, c'est très important pour le succès de l'organisation, où la plupart de nos travailleurs sont des femmes. L'éducation, la bonne santé et l'hygiène peut aider aux femmes à être indépendantes et d'aller plus loin dans la vie. Cela nous aide à être les producteurs numéro 1 et aussi le producteur numéro 1 dans les premiers producteurs et aider dans les Indes. Et Racy, vous êtes la dernière. Merci. Merci beaucoup, David. Et bonjour à tout le monde. In Novartis Sub-Saharan Africa, le pourcentage de femmes de travailleurs, c'est à peu près 40%. Et on voudrait bien arriver à avoir 50% de représentation des femmes pour 2025. Et nous travaillons aussi sur la santé reproductive. Pour vous donner un peu de contexte, tous nos employés ont accès aux médecins et aux assurances médicales. Nous avons assuré l'égalité chez Novartis, qui est très important, surtout pour une paye égalitaire. Nous avons des politiques très importantes avec des horaires flexibles et la possibilité de travailler de la maison, aussi des salles d'allaitement pour les mamans. Et nous avons aussi l'opportunité pour les employés de partager leurs idées. Nous avons aussi un programme pour développer des leaders femmes, pour aider des petites entreprises et aussi des programmes sociaux. Et avec toute cette expérience, Novartis, si le lieu de travail est bien géré, on peut aussi, l'entreprise peut prospérer et les femmes n'ont pas peur et la communauté en général est beaucoup plus saine. Racy, vous êtes en train de faire un super travail pour former les gens. Je suis désolée, mais nous devons arriver à la fin maintenant. Mais j'ai une petite question pour Sija. L'accès universel, il ne s'agit pas seulement d'avoir la santé, mais aussi avoir accès aux femmes, parce que parfois les femmes n'ont pas accès. Et pourquoi c'est tellement important pour avoir accès au système de santé? Bon, David, nous avons notre propre infrastructure dans toutes nos entreprises. Nous avons une équipe des médecins qui assurent l'hygiène et la santé de des travailleurs. Ils offrent des services de santé et ils sont aussi là pour satisfaire les besoins des différents travailleurs. Ils travaillent avec des groupes, des femmes, des jeunes, des adolescents, des groupes de filles. Nous travaillons avec la fourniture institutionnelle des contraceptifs. Nous renforçons la santé communautaire. Nous développons constamment la formation du personnel, pas que médical, mais tout le monde, pour maintenir l'engagement. Nous avons plus de temps, je suis désolée, mais merci à tous pour votre participation. Je passe la parole à Andrea. Merci beaucoup pour votre travail. Merci David et merci à tout le monde des compromis du point de vue des entreprises. C'est vraiment une façon merveilleuse de finir cette séance. Je vais partager avec vous la dernière diapositive pour remercier. Et moi, Maggie et Fred, nous vous apprécions votre aide et votre participation. Comme vous avez vu, nous avons un agenda bien rempli. J'espère que vous avez bien aimé les vidéos. Nous voulons vous montrer la participation du secteur privé surtout. Merci aux membres des sous-comités dans les différentes associations que vous voyez. Et s'il vous plaît, contactez-nous. La visibilité et la participation du secteur privé viennent tout juste de commencer. Merci et on attend vos commentaires. Et voilà, ça c'est la fin de notre session d'aujourd'hui, de notre séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
gangsters with the power to be seen across the world. We're not the future, we're the present. Invest in us and you will see the world is changing. Because our bodies and the future we hold it. We want for you to see that everybody can win. Could it be education?